Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était podcast consacré au débriefing de la Coupe Davis 2025 qui nous a tous fait vibrer tout au long de la semaine dernière, le Final 8 où était impliquée évidemment notre équipe belge et on a tous vibré, y compris Philippe Dehaze, mon binôme que j'ai le plaisir de retrouver en direct de Paris, son nouveau camp de base. Salut Philippe. Salut Christelle. Alors, on est impatient de connaître évidemment ton avis sur cette campagne que nous ont offert les Red Aces. J'avais envie de discuter avec toi de toutes ces émotions que nous avons vécues, moi à Bologne, toi en Belgique. Merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle aussi qu'un épisode très spécial enregistré en compagnie d'un membre de la Fédération italienne de tennis sera disponible dès demain mardi pour les membres premium de Jeux C'était podcast. Si vous voulez entendre ce numéro super intéressant, eh bien n'hésitez pas à rejoindre ma communauté premium via Supporting Cast. Vous trouverez le lien facilement dans la bio de mon compte Instagram et vous soutiendrez par la même occasion le travail que je vous propose tout au long de l'année et que j'espère pouvoir poursuivre en 2026. Toute contribution est bienvenue. Voilà qui est dit. Merci d'être au rendez-vous de ce numéro et d'être à l'écoute. Phil, on est prêt ? On est prêt. Allez, c'est parti. L'Italie s'est donc adjugé un nouveau titre de champion du monde dimanche soir dans la Super Tennis Arena de Bologne. 2023, 2024, 2025, l'Italie réalise un triplé historique dans cette compétition depuis le début de l'ère Open. Performance remarquable alors que l'Italie était privée de ses deux meilleurs joueurs, Yannick Sinner et Lorenzo Musetti. Ce sont donc Matteo Berrettini et Flavio Cobolli qui ont tenu de main de maître la baraque italienne. Irréprochable, Phil. Oui, exceptionnel. Et de le faire sans, comme tu l'as dit, leurs deux meilleurs joueurs, ce qui montre le potentiel de finalement de cette nation de référence qui est devenue le tennis italien. On en a déjà beaucoup parlé, tout ce qui a été mis en place pour arriver à proposer une telle gamme de joueurs, parce qu'il y a, bien sûr, il y a Sinner et Musetti, mais après, comme tu l'as dit, il y a Arnaldi, il y a Sonego, il y a Cobolli. Enfin, je veux dire, ils pourraient faire presque deux équipes de Coupe Davis, tellement ils ont des joueurs exceptionnels. Et ce qu'on fait ici, les Italiens, c'est vraiment fabuleux. On va évidemment revenir sur leur victoire. Donc dimanche, ils ont battu l'Espagne en finale 2-0 après les simples. Berrettini a battu Pablo Carreño Busta 6-3, 6-4 pour s'offrir, Berrettini, sa 11e victoire consécutive en simple en Coupe Davis. Ensuite, Flavio Cobolli, son petit frère, son ami d'enfance, a terminé le travail un peu plus difficilement face à Jaume Munar, 36e joueur mondial. Victoire en 3-7, 1-6, 7-5, 7-6, alors que le jeune Italien Flavio Cobolli avait sèchement perdu le premier set 6-1. Il y a eu un petit tournant dans ce match. À 1-0 dans le deuxième set, un spectateur a fait un malaise. La rencontre a été interrompue alors que Cobolli venait de se faire breaker d'entrée. Ça a été interrompu pendant 9 minutes. Et à la reprise, l'Italien est parvenu à contre-breaker. Et là, il s'est complètement relancé dans la rencontre. Matteo Berrettini était aussi de retour sur le banc, ce qui a joué apparemment dans la tête de Cobolli. Je te propose, Philippe, d'écouter la réaction de Filippo Volandri, le capitaine de cette équipe italienne de Coupe Davis, très ému évidemment de gagner le trophée pour la première fois à domicile. Yeah, it's amazing feeling. Yeah, Lorenzo learned me to say amazing. Unbelievable. Yeah, unbelievable too. But it's a really amazing sensation. We won 3 Davis Cup, but this one is completely different in front of our crowd in our country. It's and for my side, I didn't cry for the first 2. I cried for this one because it means a lot for me, and I have to only say thanks to these guys. They are amazing. The effort they wear this unbelievable trophy, and I'm so proud, and we all have to be proud of these guys. Grande capitano! Voilà, Filippo Volandri, extrêmement ému de cette victoire. Toi, tu as dû le connaître quand tu étais sur le circuit. Oui, je l'ai connu quand il jouait, évidemment, revers à une main, magnifique, très très beau joueur, très très classe, comme la plupart des Italiens. Souvent. Oui. Christophe Ligon l'a joué plusieurs fois à l'époque, mais les autres gars que je coachais aussi. Donc
Ouais, je pense qu'il est à la bonne place, il a la bonne personnalité parce que d'abord il a du crédit en tant que joueur et ça c'est quand même vraiment important, comme on l'a avec Steve de notre côté. Il l'a joué plusieurs fois évidemment aussi et il a quand même une certaine retenue, je trouve. Je trouve qu'il fait vraiment du très très bon travail sur la chaise. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a décidé vraiment d'y aller dans cette campagne avec Berrettini et Cobolli, parce qu'il expliquait que c'est des gars qui se connaissent super bien, qui ont évolué un petit peu ensemble, qui se sont entraînés longtemps côte à côte, et donc qu'il y avait par exemple un Darderi qui est 26e, je pense, mondial aujourd'hui, qu'il aurait pu également aligner, ou un Sonego qui était sur le banc pendant toute la semaine, mais il a préféré travailler avec ces gars-là parce qu'il y avait une certaine connexion entre eux. C'est fou ça quand même. Hein. Oui, c'est magnifique. Ben, je trouve que c'est très courageux parce que comme tu l'as très bien dit, c'est tellement plus facile de mettre le meilleur ou le mieux classé en tous les cas parce que dans ce cas-là, en cas de défaite, bon ben le capitaine ne se mouille pas, il a mis le meilleur. Ici, il a parié sur autre chose et il a parié sur l'esprit vraiment, sur l'essence même de cette compétition, cet esprit d'équipe, de patriotisme, de camaraderie. Il a été chercher des valeurs autres que juste une sélection basée sur des compétences tennistiques. Et ma foi, il a eu raison, hein, le résultat est là, mais plus que ça, quand on a vu les images et notamment ils se sont enlacés de longues minutes et c'était vraiment magnifique. Derrière la victoire, il y a vraiment une amitié profonde et sincère qui unit ces hommes. Et je trouve ça absolument magnifique. Oui, parce que Matteo Berrettini, il a compté sur son expérience plutôt que sur, comme tu disais, son classement, parce que lui, il est un petit peu retombé au classement avec toutes les blessures qu'il a eues. Donc, il doit être aux alentours de la 50e place mondiale. Mais voilà, il s'est dit, c'est un grand frère pour Cobolli, il va pouvoir peut-être le porter. Et magnifique que Cobolli a été le héros de la demi-finale aussi, dont on parlera face à Zizou Bergs. Mais ensuite, il a tenu son rang face à Jaume Munar et Dieu sait à quel point il avait un rôle difficile pour apporter le point de la victoire à l'Italie. Il l'a fait avec brio et on va écouter sa réaction, Flavio Cobolli, en conférence de presse. Vous allez l'entendre, il avait déjà un tout petit peu entamé la bouteille de champagne au moment de se présenter à la presse. L'hai briaco. Dai Fla, che ci abbiamo... Dai. Ho capito, se mi fate ridere. 9:20. Zitti. Ah. No, I think I was a little bit I think I was a little bit nervous at the beginning of the match. You know, it means a lot, this trophy for me, so I was a little bit tight, but at the end I tried to play my game, take energy from the bench, from the crowd, and I tried to stay positive. Also at the beginning of the second set, but it's not easy to play this kind of match, and. Yeah, at the end I'm really happy because I. Oh, sembra che hai perso però, dai. Dai, forza. Entusiasmo, Fla. Sto concentrato. No, at the end I'm happy because I play my best tennis on the crucial moment. So, and this is the best day of my life. Et alors, le dernier son que je vous propose est celui de Matteo Berrettini, qui est considéré, on vous le disait avec Phil, comme le grand frère de Flavio Cobolli. Il a 7 ans de plus que lui et ils ont grandi côte à côte. Berrettini avait offert le premier point à l'Italie dans cette finale. Ensuite, il n'a pas pu venir supporter son pote Flavio tout de suite, ce qui l'a rendu un peu fou. Vous allez entendre son explication. It was stressful. It was stressful because I was selected for, like everybody else, for doping. So after my match I had to do what I had to do, and I was like, I'm gonna lose the first 20 minutes. And the first 20 minutes was the first set. So I was there, and I was like, Lorenzo actually texted me, "Come here, we need you," and we started screaming as loud as we could. And I think that's the strength
the weapon that we have. Like we're together. Like we play together. Doesn't matter who's playing. We're playing in 5 every time. So in 6 actually with the captain. So it was a team effort, even though we played just 2 singles, and that's why it feels special. Et le tennis italien, comme tu le disais en intro, est tout simplement sur le toit du monde parce qu'il ne faut pas oublier l'équipe de Billie Jean King Cup, donc les femmes, s'est elle aussi offert le titre face aux États-Unis au mois de septembre et elles étaient tenantes du titre. Donc elles signent elles aussi un joli doublé. On parle peut-être un peu moins du tennis féminin italien, mais il est aussi extraordinaire. Oui, avec Paolini notamment. Oui, filles, garçons, ce qui prouve que ça a été pensé de façon homogène. On n'a pas mis en avant dans la formation, dans les filières de formation, dans les détections. Les garçons n'ont pas été mis en avant, comme c'est souvent le cas quand même. Donc, honnêtement, beaucoup de fédérations devraient s'inspirer de ce qui a été fait, de ce qui a été mis en place. Alors, bien sûr, il y a toujours le côté financier qui joue dans la formation et en Italie, il y a plus de moyens, bien sûr, mais il n'y a pas de grand chelem comme tu peux l'avoir en France ou en Angleterre ou aux États-Unis qui ramènent potentiellement énormément d'argent. Donc, ils ont quand même réussi à le faire avec moins de moyens, ce qui prouve que l'argent n'achète pas tout. Et quand c'est bien pensé et qu'on met les bonnes personnes à la bonne place et qu'on arrive, comme ils le font, à intégrer les anciens joueurs dans le projet, dans le processus global, en développant des compétitions, en faisant confiance dans le travail aussi des entraîneurs dans les différentes régions, il y a moyen de faire de très très belles choses. Donc bel exemple de réussite que ce tennis italien. Et sachez que je posterai demain matin, mardi, l'interview de Donato Campagnoli. Il est consultant pour la Fédération italienne de tennis. Il était présent à Bruxelles il y a 15 jours pour le Racket Experience organisé par Tarek Francis. Et il a formé, il a vu grandir tous ces gars et il explique d'où vient le succès extraordinaire de ce tennis italien. C'est un numéro vraiment très intéressant qui sera disponible pour les abonnés premium de GCT Podcast, donc via votre appli habituelle. N'hésitez pas à aller écouter ça. J'espère, Phil, que toi qui es abonné premium plus, que tu iras l'écouter. Bien sûr. Et avant cette finale dimanche, eh bien, l'Italie a d'abord dû éliminer la Belgique en demi-finale. Alors, les choses n'avaient pas très bien commencé avec la défaite de Raphaël Collignon 6-3, 6-4 face à Matteo Berrettini. Mais la Belgique a failli revenir à 1 point partout au terme du deuxième simple entre Zizou Bergs et Flavio Cobolli. Un match complètement fou qui a tenu tous les fans de tennis belge en haleine vendredi soir, mais qui s'est soldé malheureusement par la défaite la plus cruelle qui soit pour Zizou. 6-3, 6-7, 7-6, 17-15 au tie-break, le 6e plus long tie-break de l'histoire de la Coupe Davis. J'imagine, Phil, que tu étais toi aussi devant ton téléviseur. Ah oui, évidemment. En tant que supporter belge, bien sûr, mais à un moment donné, en tant que spectateur aussi d'un tie-break qui était, tu viens de donner la stat, le 6e le plus long, mais en termes de spectacle aussi, de choix aussi, de stratégie utilisée pour essayer de conclure le match, ça a été phénoménal. C'est une promotion pour le tennis à un niveau juste exceptionnel. Et moi, je suis donc en France pour le moment. J'ai croisé tous les joueurs français qui n'ont pas réussi à décrocher non plus de leur télévision, tellement c'était passionnant. Il a fallu que un s'en sorte. Malheureusement, c'était pas Zizou. Mais waouh, qu'est-ce que c'était exceptionnel, oui. Et il fallait avoir les nerfs bien accrochés. Je sais pas toi, mais moi, on ne savait plus regarder à un moment donné. On se disait, mais c'est pas possible, quoi. À la 7e balle de match, on devenait tous fous dans les tribunes. Non, tu t'imagines après ce que eux ont vécu aussi sur le terrain, parce que chaque fois qu'on avait une, on se dit ok, cette fois c'est la bonne, cette fois c'est la bonne, cette fois c'est la bonne, et non, c'était pas la bonne. Et ils ont eu tous les deux des occasions. Après, on peut discuter évidemment des choix, hein, toujours tactiques sur l'un ou l'autre, mais bon, j'ai même pas envie de rentrer dans la discussion parce que il y a le contexte qui fait que c'est archi compliqué, qu'ils sont à 3 heures de match, que c'est une demi-finale de Coupe Davis. Il y a probablement toujours un petit manque de lucidité et à juste titre. Est-ce que Zizou aurait pu s'en sortir? Oui, certainement. S'il avait fait autre chose, peut-être. Mais en termes de combativité, ouais, c'était magnifique. Et je trouve, moi, c'est ce que je retiens
de cette Coupe Davis, c'est que Steve et ses hommes, ils nous ont repositionnés finalement sur la carte, sur l'échiquier mondial. On a un statut à nouveau. Et je trouve que ça c'est magnifique. Bien sûr, on est hyper triste de ne pas avoir eu une chance de jouer cette finale parce que, de nouveau, oui, on parle de Sinner, oui, on parle d'Alcaraz, mais après, derrière, tout est possible. Tout le monde peut battre tout le monde. Bien sûr. On l'a encore vu, surtout dans un format hyper court comme celui-là. Je veux dire, c'est 2 sets. Et finalement, dans les simples, il faut gagner un des 2 simples. Et puis après, le double, c'est un peu, finalement, c'est un coup de poker aussi. Donc, c'est vraiment possible d'aller très, très loin. Et c'est vrai qu'on parle du match de Zizou. Après, il fallait derrière encore gagner le double face. Oui, mais on a une équipe de double qui joue incroyablement bien hein, Tout à et qui fait. aurait pu très bien faire le travail. Mais eux aussi, Je- hein. Vavasori C'est Bolelli, qui ont fait demi-finale au Masters il y a 15 jours, c'est aussi du solide. Donc, bien, oui, mais tu aurais signé en partant, tu as été suivre, tu nous voyais être à quelques points peut-être d'une finale potentielle. Non, parce que c'est ça aujourd'hui le tennis, c'est que il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et ce que je trouve magnifique, parce que historiquement, on n'a pas toujours eu des gars qui avaient cette fibre patriotique. Que ce soit chez les filles et chez les garçons. On a toujours eu nos leaders qui, à un moment donné, ont décroché pour des choix justifiés de carrière et qui, non, parce que le calendrier est archi rempli et que les arguments sont tout à fait toujours justifiables. Mais on a ici 2 gars hyper patriotiques qui jouent et qui sont capables de se transcender. Raphaël et Zizou sont monstrueux en Coupe Davis. Et Alex, certainement aussi, s'il avait joué. Alexander Blocks, oui, probablement un tout petit peu plus jeune et encore, mais aussi capable de faire la même chose. Donc, et avec l'esprit de Steve, il se passe quelque chose, quoi. Il y a vraiment, et je l'entends, enfin en tous les cas, parce que là, moi, je suis avec toujours ces joueurs français, mais j'entends le feedback en disant waouh, quelle belle équipe, on a perdu contre plus fort que nous, quel état d'esprit, les 2 joueurs sont fantastiques. Beaucoup de choses positives par rapport à Steve, à son approche, où il était capable d'aller chercher Raphaël quand il était malmené. Et donc, le feedback des adversaires, c'est honnêtement, on a perdu contre plus fort que nous. Et waouh, ça fait du bien à entendre. Ouais. Hein Ouais. ça fait du bien à entendre. Oui, c'est clair. Et est-ce que tu penses que cette défaite, parce qu'elle fait mal, hein, 17-15, est-ce que tu penses que cette défaite peut laisser des traces dans la carrière perso de Zizou? Ou lui donner une confiance absolue. Je veux dire, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Après, il va regarder le film du match et il va se dire, OK, peut-être là, j'aurais pu faire autre chose. Mais il faut des matchs comme ça pour grandir. Donc, non, je pense pas. En tous les cas, j'espère pas. Et il n'y a pas à en sortir une cicatrice de ce match-là. C'était un combat exceptionnel. Il lui a manqué un peu de chance, il lui a manqué un peu de lucidité, n'importe quoi, tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est un match qui va le grandir dans ce format-là, en tous les cas. Donc, non, je pense pas. Je pense pas. Et puis Zizou, il a ce côté américain, quoi. Hein. On l'appelle d'ailleurs l'américain. Il est charismatique. Et donc, le prochain match sera un nouveau match. Ce sera une nouvelle aventure. Et il va y mettre la même énergie, le même cœur, la même détermination. Je pense qu'il a la capacité d'oublier. Tu vois? Ouais. Ouais, et Raphaël, par contre, était très déçu de son match contre Berrettini. Et moi, j'étais assez étonnée en interview d'après-match de le voir parce que je trouvais que Berrettini jouait le match vraiment parfait. Et en fait, il m'a répondu, bah oui, quand tu mets toutes les balles beaucoup trop courtes et que le mec peut t'arroser dans tous les sens, forcément, il joue le match parfait. Donc voilà, moi, j'avais l'impression qu'il avait joué super bien, Berrettini. Et Raph disait que lui n'avait pas du tout été au rendez-vous comme il aurait dû l'être. Et Steve confirmait en disant non, Raph, il n'a pas été au niveau, il était prenable, Berrettini aujourd'hui, et il n'a pas fait ce qu'il fallait. Visiblement, ils ont la même, La même la vision. même, la même analyse, la même vision du match. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce match-là de Collignon, mais Oui, alors j'ai pas vu tout le match, mais en tous les cas, j'ai pas vu le premier, mais j'ai vu la fin du deuxième et les petites occasions qu'il a, notamment là, il peut le breaker à un moment donné. Mais oui, peut-être, je vais pas aller contre ça, mais je me dis, Raphaël, il a vraiment passé un cap là en quelques mois, ouais. avec tous les résultats incroyables qu'il a fait.
c'est quand même lui qui ramène le point en Australie, en allant battre quand même 10 mineurs chez lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas un petit joueur, c'est un membre du top 10. Donc, je trouve qu'il a montré énormément de choses et que le match ici, je suis sûr qu'avec 1 an ou 2 en plus d'expérience de Coupe Davis, il le gagne. Il a été pris parce que c'est encore, et c'est tout à fait normal, il est encore un peu jeune en termes de maturité, en termes d'expérience à ce niveau-là. Il n'en a pas joué beaucoup, voire peu, des matchs comme ça, et il n'y a rien à faire. Ce sport est comme ça. Il faut vivre les expériences pour pouvoir s'améliorer. On peut en parler, je reprends toujours mon expression du goût de la saucisse, mais il faut en manger pour en pouvoir en parler. Ben, c'est un peu la même chose. Il faut qu'il les fasse. Et donc, je pense qu'il a manqué un peu de sang-froid, un peu de calme, un peu de sérénité pour justement poser son jeu et amener plus d'efficacité, plus de rendement dans son jeu. Donc moi, je le mets, mais c'est mon explication évidemment, je pense un peu sur l'attente était là. Oui. Il savait qu'il pouvait le faire. Il monte sur le terrain, il sait qu'il peut battre le gars, il sait que ça peut ramener un point, que ça peut enclencher quelque chose pour le match qui suit. Ah, c'est énorme, quoi. Et quand même, il y a 9000 Italiens derrière lui. Et il y a 9000 Italiens derrière lui, effectivement. Donc, moi, je pense que c'est un manque un peu d'expérience, de maturité, mais ça va aller. Ce que les deux là ont gagné sur ce week-end, waouh! Pour leur carrière personnelle, certainement, mais pour l'équipe, pour les Red Aces, je l'ai bien dit ou pas? Red Aces. Comment t'as dit? Red Aces. Red Aces. Red Aces. Mais, et aussi pour le public belge, parce que moi j'ai des copines du hockey et de la danse de ma fille, mais qui n'en ont rien à battre du tennis habituellement, qui se sont retrouvées devant leur téléviseur. Donc merci les gars d'avoir comme ça fait briller le tennis belge pour montrer qu'on était, oui, encore bon sur la scène internationale et que les gars, ils valent la peine d'être connus et d'être suivis. Absolument, surtout pendant suivi, l'année. oui, tout à fait, supporté, encouragé. Après, on a une compétition qui nous permet de ramener les gars, c'est le 250 en fin d'année. Peu de compétition, le format de Coupe Davis ne nous ramène pas les équipes vers la Belgique souvent. Bon, ça c'est comme ça. Mais oui. Et donc c'est pour nous, pour les fans, mais aussi sur l'échiquier, on est là. Et ça c'est grâce à eux. C'est grâce à Steve et à son équipe, on est respecté. On est regardé différemment, mais ça, c'est quelque chose. Hein, c'est quand même, ça met du crédit, quoi. Ouais. Et on sent particulièrement ton bonheur parce que tu es parti en France la semaine dernière. Tu es arrivé en France en héros, quoi. Alors évidemment, tu peux imaginer. Donc avec Fabien, on est 2 Belges au Centre national d'entraînement. Donc on est vraiment. D'ailleurs, ils pensaient qu'on était des espions à un moment donné, qu'on filmait. Parce qu'ils se sont entraînés, l'équipe de France, ici, toute la semaine. Donc, ils nous chambraient, etc. Mais tu connais, nous, Belges, on est plutôt profil bas, tu vois, assez humble. Mais le plaisir qu'on a pris, parce que les gars sont revenus pratiquement le lendemain, hein, puisque tu perds, tu rentres. Ouais. On n'a pas trop parlé, on était juste là, mais on a pris beaucoup de plaisir à être là. Donc, merci Raphaël, merci Zizou, merci Steve. C'était génial. Et donc, ils disaient quoi, les gars Ils étaient assez déçus, j'imagine, de ce qui s'était passé, mais surtout, bon, tout a été beaucoup autour de ce qui s'est passé avec Corentin Moutet sur le terrain et cette fameuse volée entre les jambes, tentée. Alors, quel est ton avis sur cette balle Oui, il y a eu. Zizou a été très fair-play en disant qu'il ne voulait pas que lui se sentait mal pour Corentin parce qu'il ne fallait pas le blâmer pour ça, parce qu'il avait fait plein d'autres choses géniales à d'autres moments dans sa carrière. C'était peut-être pas le moment en match par équipe. Mais voilà, est-ce que tu as eu un peu des échos du CNE à propos de ça? Oui, il y a eu, ça parlait de ça, mais je veux dire, si on ne veut pas voir ça, il faut pas le mettre alors, tu vois. Donc pour moi, c'est le capitaine ne doit pas mettre le joueur s'il ne veut pas voir ça. Corentin Moutet, c'est son ADN. Il est comme ça, il est 35 au monde avec ses spécificités. Pourquoi est-ce que soudainement, il ne le ferait plus?
Il l'a toujours fait. Moi, je peux te montrer 50 fois où il le fait. Il le fait 30 fois pendant l'année, ce truc-là. Oui, mais à 6-5, 15 partout, alors qu'il peut Oui, mais, potentiellement gagner le set? oui, mais je veux dire, le tennis, c'est un sport de réaction. Tu vois, tu es toujours en train de réagir, tu es toujours en train de... Il y a rarement le temps où tu peux te poser pour choisir de... Non, tu es tout le temps un peu sous pression. Et donc, il a eu... C'est instinctif, tu vois, c'est une espèce de... Ouais, il a été traversé par ce je le fais et il s'est pas posé en disant la balle arrive. Il se dit ok, je suis en Coupe Davis, je dois jouer pour mon équipe, je peux pas faire ce coup-là parce que sinon les gens pensent que si je non, t'as pas le temps. Le truc arrive, il le fait. C'est sa patte. Tu crois pas que c'était un peu provocateur aussi de faire ça parce que Raph était dans les choux et de lui montrer vraiment, allez, tiens, regarde ce que je fais. C'est un Oui, peu provocateur quand même, quoi. mais il le fait. C'est comme ça. Et de nouveau, quand bien même, il gagne le point. Est-ce que ça Oui, lui garantit de gagner le match? Parce que moi, non, c'est la question non, que je me pose, quoi. on est Est-ce que d'accord. parce qu'il va faire ça qu'il va gagner le match? C'est un point. Mm. Rappelle-toi la statistique que je t'ai donnée, il faut gagner 52% des points du match pour s'en sortir. C'est un point, Oui, mais c'est un point très important. ben, c'est un point très important. Ils le sont tous dans des formats comme ça. Oui, c'est un point très important, mais la balle d'après, elle est aussi importante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'après ça trotte quand même dans sa tête et enfin, Paul-Henri Mathieu, il lui a pas tapé sur l'épaule en disant: «Allez mon grand, c'est pas grave», je crois qu'ils étaient tous, un peu, j'ai l'impression qu'ils étaient tous complètement bouche bée, de ce qui s'était passé et à la Oui, fin, parce que il y a les eu des commentateurs, photographes qui me disaient, «J'ai pas vu qu'ils sont venus vraiment, le consoler». Enfin, est-ce que ça aura une incidence sur, sa présence en équipe de France dans les prochains mois? ça, La question, je me la pose. ben, bien sûr. Mais ça, c'est sûr qu'à mon avis, il n'aura plus sa sélection. Ça lui aura coûté sa sélection. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut pas voir ça, mets Mpetshi Péricard alors. Voilà, t'es sûr que le mec va te mettre des plombs et il fera pas un truc. C'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est un génie. Ce qu'il fait, c'est vraiment, ouais, c'est génial. D'ailleurs, moi, sur le terrain, j'étais impressionnée. Ce slice, en fait, tous ces coups, c'est une misère, quoi. Collignon, il devenait fou parce que ça allait à ça du sol, horrible à jouer, quoi. Horrible à jouer. C'est horrible à jouer. Mais maintenant, je reviens sur ce coup. Tu vois, Corentin, il était très tendu. Hein. Il n'a pas fait non plus un match. Enfin, il fait un très bon premier Mmh. set, on s'entend bien. Mais après, tu vois que son niveau a baissé et le niveau de Raphaël a monté. Donc, ils se sont croisés comme ça. Ils n'ont pas joué tous les deux bien en même temps. S'il la met, peut-être que ça le relance, tu vois. Peut-être que ça le détend. Enfin, il n'avait pas besoin d'être relancé, mais tu vois, il y a peut-être un processus qui peut s'enclencher de son côté aussi. J'en sais rien. Je fais les questions et les réponses, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que c'est dur de mettre la défaite Et de la ça, je suis d'accord. France sur une volée sur un point joué Mmh. sur le premier match. Oui, je suis d'accord. Et je veux Mmh. dire, non. Ça, je refuse de l'entendre. D'abord, c'est le capitaine qui sélectionne les joueurs. Peut-être que là, il y a une réflexion à avoir. Ensuite, il y a le deuxième joueur qui doit faire le travail. Il fait pas le travail non plus parce que Zizou a été très bon. Mais ok. Donc, est-ce qu'on peut pas blâmer alors aussi? C'est ça. On peut pas dire on a perdu à cause de ça. Je trouve que ça, c'est d'une grande Ouais. lâcheté, quoi. D'aller tirer dessus en disant ah bah oui, s'il avait pas fait ça, alors il gagne peut-être le match. Et après Zizouberg, s'il perd le match, ben ça vient de où ça? Non, ça, c'est sûr. Évidemment, le coup, il y a plein d'options plus intelligentes, je pense, à faire à ce moment-là, surtout avec la pression. Après, je fais un mauvais jeu, il n'y a pas que ce coup-là. Je fais une double faute, je fais une faute directe, je fais une volée ratée. Donc il y a beaucoup de coups, même si la volée, j'essaie pas de faire quelque chose de compliqué, je la rate quand même. Donc il y a aussi ces balles-là qui sont plus frustrantes. Après, comme je disais, quand on est tendu, quand on est pris par les émotions, chacun a une manière différente de l'exprimer. Il y en a qui vont faire des doubles fautes, il y en a qui vont, je sais pas, rater des coups droits, ou il y en a comme moi qui vont faire des choix, des mauvais choix. Après, par le passé, je l'ai déjà mis ce coup, les gens ils le mettent à la télé, ils disent c'est incroyable, et quand je le rate, évidemment,
je suis un clown, donc c'est un peu dur aussi, mais c'est comme ça que je me sens aussi. Quand je rate ce coup et que à la fin je perds le match, je me dis que je suis un clown, que j'aurais dû faire peut-être quelque chose d'autre, surtout quand il y a les collègues sur le côté qui croient en moi, qui me font confiance. Donc voilà, après, c'est très dur c'est assez frais, j'ai fini le match il y a 20 minutes, c'est très dur d'être lucide face à la situation, mais c'est sûr que de claquer la volée aurait été un choix plus judicieux à ce moment-là. Dans la salle de presse, les journalistes français parlaient beaucoup de ça. Et C'est débile parce que c'est un point sur le week-end. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Non? Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça a fait. Voilà, moi j'ai fait réagir aussi Steve sur ce point. J'ai fait réagir Raph, j'ai fait réagir Zizou en conférence de presse pour leur demander comment ils auraient agi, et ils ont tous été super sympas vis-à-vis de Corentin en disant que c'était un génie, et Steve le premier. Mais bon, voilà, c'est resté quand même un fait qui a un peu terni la rencontre. Et je me demande même si Corentin n'est pas rentré tout seul. Parce que voilà, il y a certains supporters qui étaient à l'endroit, à l'hôtel où il logeait et qui l'ont vu partir tout seul en taxi le lendemain de cet hôtel. Donc, est-ce que ça n'a pas été jusqu'à la rupture avec les camarades de l'équipe? Mais ce serait vraiment dommage. C'est peut-être aller très loin. Je ne sais pas si toi, t'en sais un peu plus. Non, j'ai aucune info sur ça, mais je trouve que tu vois, c'est trop facile. Mm. C'est en fait, l'équipe doit prendre ses responsabilités. Mm. Et c'est pas moi qui le dis, t'entends toujours, c'est un match de Coupe Davis ou de Fed Cup, ça se gagne ensemble, ça se perd ensemble. Mais il est où on est ensemble là? Ouais. Il est où le truc? Ça doit faire front, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis Oui, d'accord. ça se discute en interne, t'aurais pu, t'aurais dû, il aurait fallu, mais à un moment donné, non. Moi je refuserais, enfin, si je suis capitaine de ça et un de mes joueurs fait ça, en sachant que je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Et si j'ai peur, je ne le mets pas, quoi. Je ne le mets pas. Ouais. Ouais, Steve, lui, on lui a posé la question, les journalistes français lui ont posé la question, qu'est-ce que tu aurais fait si c'était ton joueur qui avait fait ça? Bon, il a répondu, il faut reprendre dans le contexte parce que certains journalistes français ont ressorti sa phrase uniquement, mais voilà, il a dit, je lui pète sa gueule. Il disait ça un peu sur le ton de l'humour et parce que aussi, il est le coach de Raph et donc je pense qu'il a une relation particulière avec Raphaël. Donc il faut remettre ça dans son contexte. Mais bon. Sauf que c'est ici, parce que j'ai eu le coach de Hugo aussi, c'est pas passé comme un. Ils l'ont pas pris. C'est pas bien passé cette phrase-là. Hein. Donc ça veut dire. Tu as eu le coach de Corentin, tu veux dire Hugo? Hugo, oui. Mais cette phrase-là, elle n'est pas bien passée, ça c'est sûr. Elle n'est pas bien comprise. Le journaliste la sort du contexte. Oui, parce qu'on connaît Steve et que Steve ne va jamais dire quelque chose de mal sur les adversaires. Mais quand même, elle est sortie et voilà, moyennement bien appréciée. Ouais. Ah Bon, oui. grave, hein. Je le vois, il l'a dit sur le ton de la boutade, évidemment, en rigolant. Donc, tant mieux pour nous, hein, de toute façon, que ce soit parti un peu comme ça en sucette. Mais enfin, je pense à Corentin, qui est pas un mauvais garçon, et qui se voit là, à un moment donné, tu vois, enfin, je veux Oui, dire, oui. en train de Ça, c'est pas l'appeler juste. Là, je te rejoins totalement. C'est pas juste que ça lui coûte une sélection en équipe de France dans le futur. Non, quoi. Non, non, Mais il était déjà pas sélectionné au départ. Quand ils ont sorti la sélection le 20 octobre, oui, Corentin ne faisait pas partie non. de la sélection. Et puis, il a été rappelé. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il était peut-être blessé, qu'il n'était pas sûr de pouvoir jouer, je ne sais pas. Non, c'était leur premier joueur qui était pas sûr de jouer. Donc c'est pour ça ils sont venus le chercher. Mais lui, il était OK dès le départ. Hein. Il était surpris de ne pas être sélectionné. Ah bah oui, c'est ce que je dis. Il y avait Hugo Humbert, il y avait Bonzi qui était sélectionné, il y avait Pierre Hugerbert pour le double forcément. Il y avait Rinderknecht, mais on pouvait se demander, tiens, pourquoi Moutet n'est pas sélectionné alors qu'il avait ramené 2 points face à la Croatie pour la France. Exactement. Enfin voilà, on verra ce que Paul-Henri Mathieu sélectionnera comme joueur pour la prochaine rencontre. C'est la Slovaquie qui jouera contre la France pour le prochain match au mois de février. Et nous, on ira à Sofia, en Bulgarie,
pour jouer l'équipe emmenée normalement par Grigor Dimitrov. Mais bon, est-ce qu'il sera là début février? On sait que sa saison 2025 a été bien pourrie par les blessures. Il s'était blessé contre Yannick Sinner en 8e de finale à Wimbledon. Rappelez-vous, il avait dû abandonner suite à une douleur au pecto. Il a été longtemps à l'arrêt, pendant 3 mois. Il a rejoué ici en fin d'année au Masters de Paris, mais il a de nouveau dû déclarer forfait au 2e tour, après avoir battu Mpetshi Perricard et avant de jouer Daniil Medvedev. Donc, il est de nouveau out. Il sera sans doute là à l'Open d'Australie, mais ce sera juste après l'Open d'Australie. Donc, on ne sait pas si Dimitrov sera de la partie. Est-ce qu'il n'aura pas envie de s'économiser vu le nombre de blessures qu'il a à son âge? Et le deuxième joueur en Bulgarie, c'est Kuzmanov, qui est 247e mondial. Donc, il y a de nouveau moyen de revenir parmi les meilleurs l'année prochaine. Bien sûr. Mais maintenant, il faut, ouais, tout est possible, on l'a vu. Et comme je le disais tout à l'heure, encore plus avec un niveau qui s'est vraiment maintenant, je trouve, uniformisé. Donc oui, effectivement, il faut y croire. On a vu, on a terminé dans les 4 premiers, en étant proche de battre les vainqueurs. Donc, Ouais. bien sûr, il faut continuer à être ambitieux. Il faut garder, mais ça va le faire, mais c'est garder cet état d'esprit et puis espérer. Et à un moment donné, pourquoi pas? À un moment donné, ça peut passer. Claire, en déant les 4-5 prochaines années, moi j'y crois. Oui, 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 c'est certain. Alexander Blocks ne fait que progresser. Fantastique joueur, vraiment. Ouais. Donc, on a 3 top joueurs, une belle équipe de double aussi qui peut faire le travail, même s'ils jouent plus ensemble. Et puis, on verra ce que David va faire l'année prochaine. Peut-être qu'il peut venir mettre son expérience aussi. On Ouais. l'espère. Ça reste toujours évidemment une valeur sûre. Donc, oui, on a des belles années devant nous, c'est certain. Et on parle du tennis masculin, mais Phil, j'imagine que tu as suivi aussi cette performance des Yellow Aces, donc notre équipe de Billie Jean King Cup, qui, juste avant les garçons, la semaine précédente, à Munich, ont réussi à éliminer et la Turquie et l'Allemagne pour s'offrir une place dans les phases qualificatives du groupe mondial en 2026. Donc elles reviennent elles aussi au plus haut niveau, sans Elise Mertens, avec Grete Minen, Hanne van de Winkel, il y a la jeune Jelin Van Drome, Sofia Kostoulas et Magali Kempen. Donc là, elles ont fait des performances vraiment très convaincantes. Elles ont battu des joueuses bien plus expérimentées et mieux classées qu'elles. Les jeunes, là, Jelin Van Drome et Hanne van de Winkel. Magali Kempen et Sofia Kostoulas ont gagné un double au 3e set contre la Turquie. C'était phénoménal. Donc là aussi, chapeau bas, Wim Fissette et toute son équipe de filles, même si malheureusement Grete n'a pas pu jouer. Oui, oui, on a le vent en poupe, Christelle. Ouais, clairement. Je suis contente d'avoir eu ton avis sur cette question de rencontre Belgique, Italie, France, Belgique, les Yellow Aces. Et je te souhaite une bonne semaine à Paris. Merci beaucoup. Félicitations pour ton travail à Bologne, parce que c'était exceptionnel. Et j'espère que tu vas avoir beaucoup de followers en plus. Parce que moi, je sais le travail que tu mets derrière et les nuits blanches passées. Que nos amis éditeurs parlent de toi, parlent de Jeux C'était Podcast, et parce que tu en as besoin, c'est dur. Ouais. Et le travail fourni est vraiment exceptionnel. Donc bravo et merci pour ce que tu fais. Merci, c'est très gentil. Et on était une chouette bande là à Bologne avec d'autres journalistes. C'était sympa, même si j'ai pas beaucoup dormi. Il m'est arrivé quelques mésaventures, mais ça, Phil, je les garde hors micro quand on se retrouvera, quand tu reviens sur le sol belge. Allez, avec plaisir. Bon, eh bien, merci infiniment. Merci à tous, auditeurs, d'avoir été fidèles au rendez-vous. Je vous ai beaucoup lu pendant cette Coupe Davis à Bologne. Vous m'envoyez pas mal de questions d'encouragement, d'encouragement pour l'équipe belge. Je leur ai transmis et c'était un plaisir d'être à vos côtés. Donc, merci pour votre fidélité. On s'entend très bientôt. On se voit très vite. Ciao, ciao tout le monde.